Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre. Ce carnet de guerre est le premier qui va parler de Age of Sigmar. Je pense qu'au total, au niveau des revues, j'en ferai 3. C'est-à-dire une maintenant avec ce qu'il y a de téléchargeable gratuitement sur le site de Game Workshop. Une autre qui aura lieu plutôt mi-août à fin août, histoire d'avoir quand même une ou deux parties faites, plus peut-être une ou deux sorties. Et puis une qui aura lieu sans doute plutôt vers la fin de l'année, pour voir comment a évolué le jeu, les sorties qu'on nous a présentées, les nouveautés qu'on peut voir. Donc c'est une suite de revues sur une tranche de temps relativement longue. Mais on va tout de suite commencer par qu'est-ce qu'on a maintenant, qu'est-ce que j'en pense. Tout le monde y va de son petit commentaire, et ben moi aussi. Et on va débuter tout de suite par les règles. Alors, niveau règles, déjà je précise que je ne vais pas faire de comparaison avec Warhammer V8, voire les autres, parce que nouvelle version égale nouveau jeu. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est plus du tout le même jeu. On passe d'un système de bataille rangé avec des unités, des trucs, à un système d'escarmouche un peu à Warhammer 40 000. Donc c'est plus du tout le même mécanisme de jeu. Les règles sont téléchargeables sur le site de Game Workshop. Déjà ça c'est un grand progrès, je veux dire. Bon, en même temps il n'y a que 4 pages de règles, donc ils peuvent se permettre de les donner en téléchargement libre. 4 pages, ça veut aussi dire que les règles sont très simples. On ne se prend pas la tête avec des détails et des choses insignifiantes. Ça veut également dire qu'il y aura moins d'interprétation, sans doute, ou on va pas pinailler sur un tout petit point de règle, etc. Alors ça, c'est des règles basiques. C'est pas forcément quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer. Je pense qu'au fil du temps, ça va évoluer. Mais là, pour l'instant, on a vraiment les règles pour jouer au jeu. Donc, je l'ai dit, c'est un jeu d'escarmouche. Donc, la première page de règles concerne le champ de bataille et la formation d'armée. Plus quelques généralités, ça se joue avec des D6, les distances sont en pouces, etc. La première colonne de la première page, c'est les armées, comment faire pour monter votre armée. Chose, je ne dis pas bizarre, mais chose un peu hors norme, il n'y a pas de points d'armée, c'est-à-dire que vos figurines ne valent rien du tout. Grosso modo, vous prenez ce que vous avez envie de jouer, vous mettez d'accord avec votre adversaire, vous jouez 50 figurines, vous en jouez 100, vous en jouez 150, etc. Donc vous pouvez jouer à autant de figurines que vous avez envie. Après, le problème que je vois tout de suite, c'est l'équilibrage des armées, parce qu'en fonction des joueurs que vous allez avoir et de la mauvaise foi de certains, vous allez soit avoir des gens qui vont dire ah, moi je veux jouer que des gros, donc il va vous jouer que des monstres, un Glotkin, etc. avec 20 figurines sur la table. Vous allez vous dire bon, je mets 20 figurines aussi, mais vous avez 20 épéistes impériaux. C'est pas la même quand même. Donc il va peut-être falloir équilibrer ça. Actuellement, avec les warbands qui sont également téléchargeables, je ne sais pas s'il va y avoir vraiment une mise à jour des équilibrages. Là, c'est vraiment plus, j'ai l'impression, pour tester le jeu avec nos anciennes figurines avant que les nouveautés sortent. Bref, les deux autres colonnes de la page 1 concernent principalement le champ de bataille avec des interactions au niveau des décors. C'est pas mal foutu, je dois bien admettre que c'est intéressant. Ça donne envie de jouer sur un plateau où il y a des décors, c'est pas juste un terrain plat où on charge comme on veut. Le format minimum du plateau de jeu, c'est 36 pouces de côté. Donc évidemment, histoire de vraiment faire chier et de ne pas réutiliser les plateaux qui sont déjà faits au niveau des tables Game Workshop qui sont du 24 sur 24. Là, il faut du 36 sur 36, donc vous êtes obligé de jouer... Enfin, ils auraient pu faire un effort pour que ça soit jouable sur un carré de 24 sur 24, mais bon, c'est pas très grave. Au final, si vous avez une table Game Workshop, vous avez une table Game Workshop. Voilà. Les interactions avec les paysages sont assez sympas, c'est pas très grand, vous avez un tableau de paysage qui contient 6 effets, c'est pas énorme mais c'est suffisant pour un début, peut-être que des choses au fur et à mesure des sorties vont augmenter le panel d'interaction qui est possible d'y avoir. Page 2, vous avez la bataille commence, le placement des unités, la seule restriction qu'il y a en fait, donc un dé va être jeté de chaque côté, le plus haut décide comment il divise la table en deux, donc vous devez faire des territoires égaux, mais à part ça vous pouvez les faire en long, en large, en travers, en diagonale, il y a même
une solution qui donne des espèces de blocs de Tetris. Donc à partir du moment où les deux adversaires ont les mêmes surfaces de jeu, vous avez globalement la possibilité de faire ce que vous voulez. Le déploiement, c'est chacun son tour balance une unité. La seule condition que vous devez respecter, c'est à plus de 12 pouces du territoire ennemi. Ce qui veut dire quand même qu'il y aura un no man's land de 24 pouces entre les deux armées, quel que soit le choix de votre terrain. Ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que vous, en fonction de la séparation du terrain que vous avez choisi, c'est pas impossible que vous puissiez pas mettre toutes les unités. Et du coup, elles resteront en réserve suivant comment elles n'arriveront même pas en jeu. Donc il faudra aussi voir la taille du terrain en fonction des armées que vous jouez. Ce qui se fait déjà, mais là c'est encore un peu plus important. Après le déplacement de figurines, il y a désigner un général. Alors toute figurine peut être générale de l'armée, ça dépend ce que vous jouez. Bien entendu, les personnages qui sont seigneurs du chaos ou des machins genre ont des avantages, mais vous pouvez désigner n'importe quel troufion, ça va aussi. Le général a une aptitude de commandement qui va vous permettre de donner un petit boost lors d'une phase de jeu. Les points de victoire, il n'y en a pas vraiment, ce serait plutôt au nombre de figurines perdues. Il y a une petite définition, qu'est-ce que c'est une victoire glorieuse, une victoire majeure, etc. Et il y a un petit truc intéressant qui est pas mal, c'est la victoire par mort subite. Si vous êtes un joueur qui avait moins, qui est en infériorité numérique d'au moins un tiers par rapport avec votre adversaire, vous avez le droit de choisir une espèce d'objectif qui vous donnera la victoire. Alors c'est des objectifs qui sont basiques, on va dire, ça ne casse pas des briques, mais c'est des objectifs qui font que ça donne tout de suite un côté stratégique à la chose, et ça peut être intéressant pour les joueurs, justement. Donc vous avez le tableau de mort subite, il y en a 4, il y a assassinat, vous choisissez un héros, un magicien, un prêtre ou un monstre, vous devez le tuer, si vous le tuez, vous avez gagné. Massacre, survie, incursion. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va vous donner une autre version, simplement le bourrinisme pur et dur. De même que si vous choisissez de jouer en infériorité numérique, vous avez quand même la possibilité de gagner. Parce que si vous jouez en infériorité numérique, il y a quand même des chances que vous finissiez par être balayé par votre adversaire. La loi des statistiques veut ça, mais les statistiques, on sait bien que ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y a également un tableau de triomphe. Alors ça, ce serait plutôt pour des batailles en campagne. Et ça donne quand même une idée générale sur ce qui pourrait se faire par après. Donc vraiment des histoires d'escarmouches en campagne, enfin quelque chose de plus structuré au niveau scénario. La fin de la page 2 concerne les rounds de bataille. Un round de bataille se divise en 6 phases de jeu. Vous avez la phase des héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat et la phase de déroute. Ouais, voilà, donc ça c'est propre au jeu. Ce que je trouve dommage, c'est que le premier joueur, au début de chaque round de bataille, on jette un dé et celui qui fait le plus haut choisit qui joue en premier. Ça c'est dommage parce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de structure et quand on repart sur un aléatoire, c'est un peu comme Triomphe et Trahison où vous pouvez pas vous permettre de faire une stratégie vraiment applicable en sachant voilà j'ai le tour 1 donc je peux faire ci, je peux faire ça. S'il y a des prises d'objectifs à la fin du tour 1, il faudrait que je fasse, à la fin du tour 6, il faudrait que je regarde, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. De même que la bataille, il n'y a pas de tour max, à part si vous choisissez un tableau de mort subite. C'est vous jouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de figurines sur la table, ou alors que le tableau d'objectifs, que votre objectif au-dessus de votre adversaire soit rempli. Page 3, on commence par la description des phases que vous pouvez avoir. Donc la première phase, c'est la phase des héros, c'est là où votre général va pouvoir utiliser une de ses aptitudes de commandement, s'il en a plusieurs, et vos magiciens vont pouvoir balancer des sorts. Donc c'est une phase qui est relativement vite faite, parce que ça dépend si vous avez beaucoup de magiciens ou pas. Votre commandant a de toute façon une aptitude de commandement qui s'appelle présence exaltante, qui se trouve sur la feuille. Mais si vous utilisez des war scrolls avec
avec les personnages qu'on a. Certaines figurines de commandants ont également des autres aptitudes qui peuvent être utilisées à la place. Vous avez le droit d'en utiliser une. J'imagine qu'il y a des figurines qui auront la possibilité d'en utiliser deux. Enfin bref. Les magiciens, enfin les sorciers, les prêtres lancent également les sorts à ce moment-là. Le lancement de sorts se fait relativement facilement, c'est-à-dire que vous jetez 2d6, là vous devez faire simplement plus que la valeur du lancement du sort. Si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Pour dissiper un sort, un sorcier ennemi à 18 pouces ou moins du lanceur de sort et voyant celui-ci. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le placement de vos sorciers ça va être important. Vous ne pouvez pas le garder en fond de table pour essayer de dissiper les trucs, non, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit dans la bataille. Et ça c'est intéressant. Donc un sorcier à 18 pouces ou moins du lanceur de sort voyant celui-ci peut tenter de dissiper le sort. On jette 2 dés, si le total est supérieur à celui du lancement du sort, les effets sont annulés. Donc du coup de façon générale, ça va jouer au dé, quoi. Il n'y a pas de bonus à rajouter, il n'y a rien. On lance 2 dés et on croise les doigts. Il y a 2 sorts génériques qui sont mis. Il y a le trait magique qui est un projo qui fait des dégâts et il y a le bouclier mystique qui permet d'avoir une meilleure sauvegarde d'armure. Ça c'est pour la phase des héros. Ensuite vient la phase de mouvement. Alors durant la phase de mouvement, pas grand chose de très original. Vous avez la possibilité de déplacer vos unités comme vous voulez. Comme c'est tous des espèces de tirailleurs, vous les mettez dans n'importe quel sens, dans quelle direction, c'est vous qui voyez. Vous n'avez pas le droit d'aller à moins de 3 pouces d'une unité ennemie. Ça, c'est la petite variante. Vous avez également la possibilité de courir, c'est-à-dire que vous jetez un D6, vous rajoutez ça au mouvement et vous bougez un peu plus. Et les figurines qui ont la règle vol passent simplement par-dessus les décors et les paysages. La caractéristique de mouvement est marquée sur le war scroll de la figurine ou de l'unité que vous utilisez. La plupart sont relativement génériques, je dirais pas. C'est des trucs classiques qu'on voyait déjà dans les autres versions, donc il n'y a rien de particulièrement étonnant à ça. La seule vraie grosse différence, c'est les figurines ennemies, vous ne pouvez pas aller à moins de 3 pouces. Et puis le fait de courir, qui n'est plus tout à fait, qui est totalement aléatoire, parce que vous pourrez courir de 1 de plus que votre mouvement, ou bien alors vous pouvez aller à plus que votre mouvement avec un bon jet de dés. Ça c'est, voilà, c'est comme ça. De même que si vous commencez votre phase de mouvement à moins de 3 pouces de figurine ennemie, soit vous ne bougez pas, soit vous devez faire une retraite, c'est-à-dire que vous repartez et vous devez être à plus de 3 pouces de la figurine, d'une figurine ennemie après votre mouvement. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas tirer et vous ne pouvez pas charger. La phase de tir, alors, il n'y a rien de différent, vous choisissez une unité, vous choisissez une cible, vous tirez dessus. Il n'y a plus, mais ça je vais peut-être approfondir après, donc il n'y a plus de capacité de tir, c'est tout en fonction des armes. De même qu'il n'y a plus d'endurance, il n'y a plus de force, c'est l'arme qui va déterminer sur combien vous touchez, combien vous blessez, s'il y a un modificateur à la sauvegarde d'armure, et les seules caractéristiques de vos figurines en fait sont mouvement, commandement, point de vie et sauvegarde. C'est à peu près tout ce qu'elles ont. Après, c'est les armes qui déterminent tout le reste. Donc la phase de tir, vous choisissez qui tire sur qui, puis ça ne change pas, vous retirez les pertes, etc. Ça, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. La phase de charge, c'est... Alors la charge, c'est... Mon Dieu. La charge, c'est 2d6. C'est un peu comme un Warhammer 40 000. 2d6, vous devez arriver à moins d'un demi-pouce d'une figurine ennemie. Si c'est impossible, vous avez raté. Si une de vos figurines arrive, la charge est considérée comme réussie. Vous décidez qui charge, donc vous faites toutes les charges dans cette phase-là. Ensuite, vous avez la phase de combat. Donc, s'il y a des unités qui ont chargé ou s'il y a les figurines qui sont à moins de 3 pouces d'une unité ennemie et qui ont décidé d'attendre, vous avez la possibilité de faire un mouvement d'engagement de 3 pouces pour amener le plus de figurines au contact. Ça, c'est un peu comme Warhammer 40 000 également. L'étape 2, c'est on se met tous joyeusement sur la gueule. Alors, comment attaquer? C'est là où en fait c'est... comment attaquer au corps à corps ou au tir, mais plus le corps à corps. Donc, le nombre d'attaques que peut porter une figurine dépend du nombre d'armes qu'elle porte.
et du nombre d'attaques que ces armes lui donnent. Certaines armes donnent 2 attaques, d'autres donnent une attaque, etc. Vous attaquez avec toutes les armes que vous avez au corps à corps, ça veut dire que si dans une main vous avez un fouet, dans une main vous avez une épée, vous attaquez et avec l'épée et avec le fouet. Si le fouet vous donne 2 attaques, ben grosso modo vous en avez 3 en tout. Donc vous choisissez quelle unité ciblée par les attaques portées par les figurines. Normalement la résolution c'est une attaque à la fois, à moins que toutes vos figurines aient les mêmes caractéristiques au niveau des armes. Parce qu'une fois de plus c'est vraiment toutes les armes qui donnent les trucs. C'est l'arme qui a la caractéristique attaque. C'est l'arme qui vous dira sur combien blessé, sur combien touché. C'est l'arme qui vous dira tout. Il y a 4 jets à faire, disons presque, donc non 3. Vous avez le jet pour toucher, le jet pour blesser, le jet de sauvegarde, et puis classiquement, ben, si vous avez une perte, ben, il y a une perte, quoi, vous retirez une figurine. Infliger des dégâts, donc vous pouvez retirer n'importe quelle figue. C'est le joueur qui dirige l'unité qui subit les dégâts, qui choisit qui retirer. Vous pouvez même retirer des figurines qui ne sont pas à portée, qui ne sont pas visibles, donc vous pouvez vraiment retirer comme vous voulez. Si ma mémoire est bonne, c'est un petit peu comme Warhammer 40 000, mais je suis pas sûr sur le coup. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Une fois que les attaques sont faites, vous passez à l'unité suivante, ou aux unités suivantes. Et puis vous faites grosso modo toutes les unités qui sont au corps à corps avant de faire ce qui s'appelle les jets de commandement ou les jets de déroute, qui est la phase d'après. Donc des petites choses quand même au niveau de la phase de combat. Premièrement, l'initiative n'existe plus. Ça veut dire que le joueur dont c'est la phase choisit une unité. Ensuite, résout les attaques. Ensuite, c'est l'adversaire qui choisit une unité et qui va taper. Mais ça n'est pas obligé d'être l'unité qui vient de se faire attaquer. C'est-à-dire que si vous avez 2 combats, mettons A contre B et A' contre B', le A tape sur B, mais au moment de choisir quel combat il va faire, votre adversaire se dit que B' a plus de chances de faire plein de dégâts sur A', et donc du coup il peut choisir B pour taper sur A. Au moment où c'est à vous de revenir, vous devez choisir A', parce que vous ne pouvez pas faire taper 2 fois une unité, qui va taper sur B, et puis après, votre adversaire choisira B pour taper sur A. Ce qui signifie que la gestion des combats est peut-être un point stratégiquement important, parce qu'il n'y aura pas forcément de hasard là-dedans, et que du coup, vous allez pouvoir essayer de maximiser les pertes qui vont se faire d'une part et d'autre. La perte de l'initiative, j'ai pas encore lu tous les Warbound, donc du coup je sais pas comment ça se passe au niveau des elfes qui avaient frappe toujours en premier avant. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus, mais j'ai pas regardé. Mais la phase de combat peut être intéressante malgré le fait que c'est quand même relativement aléatoire pour tout le reste. Après la phase de combat vient la phase de déroute. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase de déroute? Ça c'est assez intéressant. Chaque unité qui a perdu une figurine teste. C'est-à-dire que même si vous avez gagné le combat entre guillemets, vous testez. Mais si vous avez pris une perte. Comment ça se passe? Donc c'est le joueur dont c'est le tour qui teste en premier. Vous jetez un D6 et rajoutez le nombre de pertes que l'unité a subi. Si ce résultat est supérieur à la bravery, donc à la bravoure de l'unité que vous testez, vous enlevez une figurine. Est-ce que je dis une figurine ou un PV? Non, donc c'est carrément une figurine qui fuit et qui est retirée du jeu. Par exemple, si vous avez 8, vous jetez un D6, vous avez eu 5 pertes, vous faites 4, plus les 5 pertes, ça fait 9. Vous devez retirer une figurine qui est considérée comme étant en fuite et qui est considérée hors jeu, en fait. Elle ne reviendra pas. Vous avez également des bonus si vous êtes nombreux, ça veut dire que par tranche de 10 figurines dans l'unité, vous avez un bonus de plus 1 à votre bravoure. Je ne vais pas arriver à dire bravery, alors je dis bravoure. Ce qui permet que les grosses unités auront des bonus et dépopperont moins vite, disons. Ensuite, vous choisissez évidemment quelle figurine fuit, mais ça veut dire qu'une figurine qui a 5-6 PV, elle est morte aussi, quoi. Sur le jet de bravoure, elle est morte. Et puis ça, en fait, d'unité en unité, le reste des autres unités, des autres figurines de l'unité ne bougent pas. Et
peuvent, du coup, à la phase de mouvement, soit se replier, soit rester sur place pour taper, etc. Euh, alors je dirais que c'est un mécanisme de jeu qui est relativement intéressant, bien que sont très aléatoires, mais il y a quelque chose de sympa dans le fait que, ben, au final, on s'emmerde pas avec des unités qui fuient dans tous les sens. Il n'y a pas de test de ralliement, on se fait pas chier, quoi. Je veux dire, on se pose même pas la question de savoir est-ce que je peux le rallier, est-ce que je peux pas le rallier, ça traverse une unité, ça traverse pas une unité. Non, point barre, vous retirez les figurines qui restent, elles restent, les autres, elles foutent le camp. Ça simplifie beaucoup au niveau de la table de jeu. Euh, de façon générale, je trouve que cette phase-là a été très simplifiée et ça évite de se prendre la tête sur plein de points de règles, de détails et de machins qui étaient vraiment chiants. Au niveau de la page 4, bah vous avez comment effectuer les attaques, choisir les cibles, effectuer les attaques, infliger les dégâts. Il y a une notion qui est assez sympa, c'est blessures mortelles. Ça veut dire que les blessures mortelles sont des blessures où vous n'avez pas besoin de toucher, pas besoin de blesser, pas de sauvegarde d'armure. C'est des blessures automatiques et vous retirerez un nombre de points de vie sur vos figurines égal au nombre de blessures qui a été fait. De même que vous avez un tout petit paragraphe sur les couverts. C'est-à-dire que si vous êtes dans ou sur un élément de terrain, vous avez un bonus de 1 à vos jets de sauvegarde. Point. Vous ne vous posez même pas la question. Excepté si vous avez chargé le tour d'avant. Mais ça veut dire qu'en forêt, au tir ou au corps à corps, vous avez un bonus de 1 sur la sauvegarde. Dans les ruines ou tout tralala aussi, du moment que vous ne quittez pas, vous avez un bonus. Ce qui peut être une chose assez intéressante au niveau de la gestion des prises de terrain. Vous avez également une colonne sur les sorciers, avec lancement des sorts et les traits magiques, mais je vous ai déjà expliqué ça avant. Et puis, après la règle la plus importante, j'aime beaucoup dans un jeu aussi vaste et détaillé que Warhammer Age of Sigmar. Oui, non, enfin, bref, voilà. Donc ça c'est pour les règles. C'est pas très long, c'est pas très difficile. La prise en main demande peut-être une ou deux parties d'entraînement. Mais de façon générale, et étonnamment, parce que j'imagine que certains d'entre vous s'imaginent ce que je vais cracher ouvertement sur Game Workshop, et j'hésiterai pas à le faire si j'en sens le besoin, ne vous en faites pas. Mais je trouve que c'est pas un mauvais jeu. Enfin, en tout cas, de ce que je vois là, c'est pas un mauvais jeu. Il y a 2-3 choses peut-être juste à réglementer au niveau de la formation des armées pour que ça soit équilibré, je dirais. Parce que là, on peut vraiment faire n'importe quoi. Sinon, que dire d'autre? Les figurines ont 4 caractéristiques à proprement parler. Ensuite, tout dépend de leurs armes. Là aussi, peut-être que dans les warbands, il faudra quelques précisions parce que des fois, c'est pas très clair s'il y a oui, non, j'ai 2 armes, j'ai pas 2 armes, etc. Je pense que c'est un jeu qui mérite d'être testé. Il faut lui laisser sa chance. C'est comme un jeu de figurines. Petite notion importante, les socles, on s'en fout. Ça veut dire que vous prenez à partir de la figurine tout ce qui est distance. Et les socles, on s'en tape. Donc vous pouvez très bien avoir une figurine qui tend son épée comme un cochon le plus loin possible pour essayer d'avoir le maximum d'allonge. Mais dans l'inverse, ça veut dire que vous, on vous percute aussi beaucoup plus facilement. Donc, un choix de voir comment la pose de vos figurines est faite. Ça, c'est peut-être aussi un truc pour essayer de réglementer. Peut-être que les socles sont importants, mais comme visiblement on passe sur du socle rond, et qu'on joue avec des socles carrés, bref, enfin au niveau de la cohésion d'armée, ça va peut-être donner des trucs un peu bizarres. Non, je pense que c'est un jeu qui mérite d'être joué. Je pense que c'est effectivement, certains ont appelé ça un jeu d'apéro. Je pense que des grosses batailles sont faisables, où la stratégie, malgré le nombre de dés à jeter, ou juste le résultat du décompte, il n'y a pas de modificateur, est assez moindre. Je pense que ça peut donner quelque chose. Ben, je vais faire 2-3 parties, c'est aussi pour ça que je ferai une revue de 2. Non, alors je suis curieux de savoir ce que ça va donner. J'aime bien ce que j'ai vu, j'aime moins certaines choses, mais ça c'est un choix personnel. Après, on verra ce que ça va donner en jeu et comment ça va se passer. Je vais parler juste un tout petit peu des warbands. Donc vous avez la possibilité de télécharger vos codex également sur Game Workshop. J'en ai feuilleté quelques-uns, ils sont assez bien foutus. J'aime beaucoup certaines choses que j'ai vues, notamment le retour de certaines unités. Je pense notamment au chaos où vous avez
le retour de la Cocatrix. Vous avez également, je crois, les Lamas, ou enfin 2-3 trucs comme ça où c'est assez sympa. Il va falloir s'habituer au nouveau style de présentation, comprendre les choses petit à petit. Ce que je trouve bien aussi, c'est que certaines figurines avec beaucoup de PV diminuent en force au fur et à mesure où elles perdent des PV. Ça, je trouve que c'est pas mal du tout. De même que certaines armes, je crois que vous avez par exemple la massue du géant qui fait soit un D6 points de dégâts, et tout en bas elle fait plus que 1 parce que le géant a tellement peu de force, il est blessé qu'il fait presque plus de dégâts. Je trouve ça assez intéressant le concept des créatures qui évoluent au fil du jeu. Pas mal de possibilités de regagner des points de vie pour certaines unités. Ça aussi je trouve que c'est intéressant. Et puis une chose importante, c'est que vos personnages ne peuvent plus aller se cacher dans les unités, ce seront donc des personnages dits indépendants. Donc il va falloir gérer la possibilité que votre personnage, avec un coup de canon, il se fasse one-shotter dès le début, votre général, ça fait pouf, et puis bon, souvent ils ont plus de PV, mais du coup, ça deviendra un petit peu tendu parfois. Alors il faudra profiter des couverts et des machins, mais ça va donner un jeu d'escarmouche où il va falloir gérer un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de gérer à Warhammer Battle. J'ai l'impression de retrouver une version très édulcorée et pas du tout poussée, mais de ce que peut donner un jeu d'escarmouche tel que ce qu'avait donné Confrontation et autres. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien ce style de jeu. Après, je comprends que les gens qui aiment le côté épique de Battle, où on aligne 50 régiments de 60 figurines, ça risque d'être un petit peu knap, on va dire ça comme ça. De même que déplacer 100 figurines sur le terrain, c'est comme quand vous jouez à 40 000. Si vous déplacez 100 figurines, ça prend du temps. Donc les joueurs orques savent de quoi je parle, je pense. Donc voilà, donc des bonnes choses, je peux pas me permettre de cracher comme ça aveuglément dessus parce que ce serait pas honnête de ma part. Ça me donne envie de tester, ça me donne envie de regarder ce que c'est, ça me donne envie de faire 3-4 parties pour essayer de trouver un rythme. Un petit jeu d'apéro au final, c'est pas si mal. Maintenant, il faut voir ce qu'ils en font après dans les ventes et les machins. Une chose que j'aime pas, mais ça c'est propre à Game Workshop plus qu'au jeu, c'est le côté c'est grand, c'est beau, c'est trop cool, etc. Je veux dire, si vous lisez les petites intros, certaines choses... Warhammer Age of Sigmar vous place à la tête d'une force de guerriers, de monstres et de machines de guerre. Libérez de puissants sortilèges, noircir le ciel de flèches, écraser vos ennemis à coups de mêlée sanglante. Ouais, on parle d'un jeu d'escarmouche, les gars. Arrêtez de vous la péter avec des trucs où vous imaginez vraiment l'apocalypse avec 6 millions de figurines. De même que dans un jeu aussi vaste et détaillé que Warhammer Age of Sigmar, faut pas pousser non plus. Je veux dire, on va éviter la surenchère de blabla. Non, voilà, donc à part ça, au niveau de mon avis, jeu à tester, il m'intéresse, il me rend curieux, j'ai envie d'essayer des choses, ça permet aussi d'avoir une nouvelle vision des unités que vous connaissiez avant, ça permet de sortir des choses qu'on sortait pas dans un autre Warhammer parce que c'était pas assez fort, c'était mou, c'était machin. Alors j'en connais et j'en vois sur les forums qui gnauchent, qui chialent, bref. Je dis oui, vous avez le droit, c'est votre choix, c'est votre droit le plus souverain de ne pas être content de ce qui a été fait. Mais je pense que en tant qu'amoureux de la figurine, laissez une chance à ce qui vous est proposé. Faites-vous plaisir, ressortez des unités que vous n'avez pas ressorties, ressortez des trucs même totalement obsolètes qui pourraient vous permettre de sortir des figurines que vous n'avez pas il y a 10 ans, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ah oui, une petite notion intéressante aussi, c'est que vous avez les War Scrolls qui sont ce qu'on avait vu dans End of Time, il y a des parchemins comme ça avec des règles spéciales. Et il y en a un ou deux, je crois, par armée qui vous est proposé, et ça peut donner des armées à thème qui sont vraiment, vraiment sympas. J'ai rien lu au niveau du fluff, enfin si j'ai lu, mais je ne veux pas en parler maintenant, parce que je vais en parler dans la vidéo numéro 2, où j'en saurai sans doute un peu plus avec la boîte de base. Et si je prends ce jeu-là comme étant un nouveau jeu, où j'essaie de faire la part des choses entre ce qui s'est passé avant Warhammer Battle classique et Warhammer Age of Sigmar, moi je suis très intéressé à tester. Si je prends dans la continuité, j'ai encore des frissons dans le dos et puis j'ai des nausées rien d'y penser au niveau du fluff, mais ça c'est un autre problème qui m'est propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a donné peut-être envie de tester.
De même que si vous testez, je serais très ravi d'avoir vos échos. Qu'est-ce que vous avez testé, comment vous avez trouvé le jeu, la fluidité, etc. Je serais vraiment ravi d'avoir vos avis là-dessus. Et puis, normalement, il devrait y avoir des rapports de bataille qui devraient suivre, mais plutôt en août, parce qu'en juillet, je prends quand même un peu de vacances. Que ce soit avec un système de jeu tel que Briscard, ou que ce soit peut-être avec le système de jeu tel que Edge of Sigmar, pourquoi pas faire un rapport de bataille dessus. Et puis, essayer de voir comment ça roule. D'ici là, eh bien, que les dés de tout type soient avec vous.